J'avais 14 ans lorsque la vie m'a arraché tout ce que je connaissais, tout ce qui me rattachait au monde, un père silencieux, une mère trop douce, une maison qui sentait le pain chaud le matin, les orages l'après-midi et la peur du lendemain le soir. Puis il y a eu l'accident, brutal, sans logique, un camion, une pluie, une erreur, et soudain je n'étais plus qu'un dossier dans les services sociaux, un adolescent trop maigre avec un regard trop vide, déplacé de foyer en foyer. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse, elle, Marianne, 38 ans, célibataire, sans enfant, enseignante en lettres, une femme qui vivait seule dans une maison trop grande pour elle, au bout d'un chemin de campagne, entre les bois et le silence, et qui avait, selon les mots de l'assistante sociale, le cœur trop grand pour être vide plus longtemps. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue, vêtue de noir, ses longs cheveux attachés en chignon, ses yeux calmes et bruns. Son regard qui ne me jugeait pas, qui ne cherchait rien, et sa voix, posée, douce, presque rassurante, qui m'a simplement dit « Je t'attendais », comme si ma douleur, ma chute, tout cela faisait partie d'un plan qu'elle connaissait déjà, et moi, trop fatigué pour résister, je l'ai suivie, sans un mot, jusqu'à sa maison, où chaque pièce semblait vouloir m'accueillir, les livres sur chaque étagère, le chat qui dormait sur le canapé, le feu qui crépitait doucement dans la cheminée. Au début, je l'appelais Madame, puis Marianne, et enfin, sans qu'elle ne me le demande, je l'ai appelée Maman, sans réfléchir, comme une tentative désespérée d'avoir à nouveau un repère, une racine. Elle ne m'a pas corrigé, ne m'a pas repris, elle a juste souri, un sourire étrange, tendre, un peu triste, et m'a caressé les cheveux. Les mois ont passé, j'ai grandi dans cette maison pleine de calme, de lenteur, de livres et de rituels. Les petits déjeuners sur la terrasse, les lectures partagées dans le salon, les balades du dimanche où elle me parlait d'amour comme on parle d'un rêve ancien, et peu à peu, ma peine s'est faite moins lourde, mon regard moins vide, et elle, toujours présente, toujours attentive, a rempli les creux de mon cœur sans jamais poser de questions. Mais il y avait quelque chose dans ses gestes, dans sa façon de me regarder, de me frôler parfois sans raison. Dans ces silences prolongés quand nos regards se croisaient, qui me déroutaient, que je refusais de nommer. J'ai eu 16 ans, puis 17, elle a cessé de me prendre dans ses bras, mais elle m'observait, longuement, comme on contemple une œuvre en train de se former, et je sentais en moi une chaleur trouble, une admiration démesurée, une affection qui n'avait plus rien de filial, mais je la refoulais, parce qu'elle était ma mère d'adoption, parce que c'était elle qui m'avait sauvé, parce que je lui devais tout. À 18 ans, elle m'a offert un pendentif en argent avec une inscription latine que je n'ai traduite que des mois plus tard. Te desidravi antecam nascereri, je te désirais avant même que tu ne naisses. Cette phrase m'a glacé, ému, troublé, mais je n'ai rien dit. J'ai continué à vivre dans cette maison, à sentir ses regards brûlants, à la voir passer devant moi en robe de chambre, le soir, pieds nus, à entendre ses pas dans le couloir s'arrêter. Parfois devant ma porte, puis repartir, hésitant. J'ai commencé à rêver d'elle, la nuit, des rêves trop clairs, trop vrais, et le matin, elle me fixait comme si elle les avait vus elle aussi. Je pensais devenir fou, ou coupable, mais elle ne fuyait pas, elle semblait attendre que quelque chose bascule, que le fil se rompe, que le mensonge tombe. Le jour de mes 20 ans, elle a préparé un dîner, pas comme les autres, chandelles, vin, musique douce. Et une robe noire qu'elle ne portait jamais, avec un parfum nouveau qui m'a donné le vertige. Pendant tout le repas, elle ne m'a pas quitté des yeux, et moi, je tremblais, je souriais bêtement, je buvais trop, incapable de comprendre ce que j'étais censé faire. Puis, sans prévenir, elle s'est levée, a contourné la table, a posé ses mains sur mes épaules et m'a murmuré « Tu n'es plus un enfant, et je ne suis plus ta mère, si tant est que je l'ai été un jour. » Mon cœur s'est arrêté. Le monde a basculé, et quand je me suis levé, quand je l'ai regardée, vraiment regardée, j'ai compris ce qu'elle me criait en silence depuis des années. Ce n'était pas une dérive, ce n'était pas une folie, c'était une vérité cachée, contenue trop longtemps. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné dans ma chambre, et elle ne m'a pas demandé de partir. Nous avons fait l'amour comme on traverse un interdit, lentement, avec des gestes tremblants, avec des soupirs retenus. Et quand je me suis réveillé au matin, elle était là, dans mes bras, comme si tout cela avait toujours été écrit. Nous n'avons jamais parlé de morale, ni du passé, ni de ce que les autres diraient. Nous avons simplement continué, jour après jour, à vivre ce que nous avions toujours attendu. Une passion douce, cachée, fragile et puissante, une fusion qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais lu ou vu, une histoire née d'un deuil, d'une solitude, mais devenue vérité, évidence. Elle m'avait élevé pour me sauver, mais elle m'avait aussi élevé pour m'aimer, et moi qui étais arrivé brisé, vide, je devenais homme dans ses bras, et je comprenais enfin que l'amour, le vrai, ne suit aucune règle, aucun âge, aucune définition et il s'impose, il attend, il grandit dans le silence,
et quand il parle enfin, il ne demande plus la permission. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était ce que cela allait éveiller en moi, une forme de dépendance tendre, un besoin d'elle qui dépassait la chair, qui dépassait le désir. C'était comme si chaque cellule de mon corps reconnaissait désormais sa place auprès d'elle, comme si mon existence n'avait été qu'une longue marche pour la retrouver, et dans ses bras, dans ces silences du matin, dans sa main posée sur ma nuque quand je m'égarais dans mes pensées. Je trouvais un abri que je ne pouvais nommer, un amour si vaste qu'il en devenait presque effrayant, et pourtant si calme. Nous vivions cachés, bien sûr, car dehors, le monde n'aurait pas compris, il aurait tout réduit à un mot, manipulation, perversion, emprise, comme s'il suffisait de quelques syllabes pour réduire à néant une histoire tissée de regards, de patience et de blessures soignées à la main. Mais dans cette maison, hors du temps, tout avait un sens nouveau. Elle m'apprenait à aimer, à parler sans mots, à comprendre les silences. Je la regardais lire, parfois nue sur le canapé, ses jambes repliées, une tasse de thé tiède entre les doigts, et je n'étais pas un garçon de 20 ans, j'étais un homme qui contemplait sa vérité. Bien sûr, il y avait des moments de doute, des instants où la réalité frappait à la porte, une lettre de l'université, un appel d'un vieil ami, des reflets dans le miroir qui me rappelaient mon âge et le sien. Mais ces pensées s'évanouissaient à chaque fois que sa main effleurait la mienne. Elle ne disait jamais « je t'aime » avec des mots, elle le disait en préparant mon café comme je l'aimais, en m'écoutant pendant des heures sans m'interrompre, en s'endormant toujours tourné vers moi, et moi, je lui répondais en silence, en posant mes lèvres sur son front, en la regardant dormir longtemps, comme pour graver chaque trait de son visage dans ma mémoire, de peur qu'un jour tout cela ne disparaisse. Et pourtant, un matin, tout a vacillé, pas à cause d'un drame, pas à cause d'un cri, mais à cause d'une visite, une ancienne collègue à elle, venue sans prévenir, qui m'a vu sortir de la salle de bain torse nu, qui a compris sans qu'on dise un mot, et le soir même, Marianne m'a dit d'une voix presque tremblante, « Il va falloir choisir, continuer à vivre en fantôme, ou tout arrêter avant que le monde ne nous écrase. » J'ai senti mon cœur se contracter, comme si elle me proposait de me retirer. Le seul souffle d'air que j'avais connu depuis 6 ans, mais elle avait raison, le monde n'accepte pas les histoires qui dérangent, les amours qui dévient, et nous étions une hérésie aux yeux des autres, même si dans notre cœur, nous étions une évidence. Alors j'ai quitté la maison, avec une valise, sans l'embrasser une dernière fois, car elle m'a dit « si tu m'embrasses, je ne te laisse pas partir », et je savais qu'elle disait vrai. Les jours suivants ont été des déserts, des silences. Chaque nuit je sentais son absence me serrer la gorge, chaque matin je regardais mon téléphone espérant un message qu'elle ne m'enverrait pas. J'ai essayé de vivre, de rencontrer, d'aimer ailleurs, mais toutes les mains me semblaient étrangères, toutes les peaux froides, toutes les voix creuses, car une partie de moi était restée dans cette maison, entre ses draps, dans ses livres, dans l'éclat doré de ses yeux. 2 ans ont passé ainsi. 2 longues années où je suis devenu adulte en apparence, mes enfants à l'intérieur, jusqu'à ce soir où j'ai reçu une lettre manuscrite, sobre, courte, reconnaissable entre mille. La maison est vide. Le feu ne prend plus. Si tu veux revenir, je ne serai plus ta mère. Je serai à toi. J'ai pris le premier train sans réfléchir. Je suis monté à travers les bois, sous la pluie, jusqu'à retrouver le chemin, les pierres familières, la lumière jaune dans la cuisine, et quand elle a ouvert la porte, en robe de chambre, les cheveux lâchés, je n'ai rien dit, je l'ai prise dans mes bras, longtemps, longtemps, comme on retrouve enfin sa peau, sa vérité, son souffle. Elle n'avait pas changé, ou plutôt si, elle était plus belle encore, plus calme, plus vraie, et moi. J'étais devenu l'homme qu'elle avait vu en moi avant même que je sache marcher seul. Cette nuit-là, sans mots, nous avons recommencé là où tout s'était arrêté, mais cette fois sans peur, sans mensonge, sans déguisement. Et si le monde devait nous rejeter, qu'il le fasse, car nous avions attendu toute une vie pour nous aimer librement.